Imaginez un instant avoir l'impression d'avoir besoin d'un manuel d'instruction juste pour gérer certaines personnes dans votre vie. Sérieusement, avez-vous déjà été en présence de quelqu'un dont la seule présence draine votre énergie, brouille vos pensées ou vous laisse un sentiment de confusion totale et de déséquilibre? C'est un sentiment profondément troublant, n'est-ce pas? Parce que contrairement à une menace physique, cet impact est invisible. Il s'insinue dans votre confiance. Il érode subtilement votre sentiment de valeur et il peut même vous faire douter de votre propre santé mentale. On nous apprend souvent comment gérer les conflits ou comment mieux communiquer. Mais qu'en est-il des personnes dont la manière fondamentale de fonctionner semble conçue pour créer le chaos ou vous rabaisser? Ceux qui portent des masques convaincants, dont les paroles ne semblent pas correspondre à leurs actions, qui peuvent prendre votre propre gentillesse et la transformer en une arme à utiliser contre vous. Voici une vérité surprenante et franchement un peu effrayante. Toutes les personnes difficiles ne sont pas simplement difficiles. Certaines fonctionnent avec un niveau d'intention ou de mépris pour les autres qui semble fondamentalement mauvais, et essayer de les gérer avec des approches standards nous laisse souvent épuisés, blessés et nous demandant ce que nous avons fait de mal. Mais imaginez, juste un instant, avoir une sorte de radar interne, un moyen de repérer rapidement ces schémas destructeurs pour ce qu'ils sont. Et pas seulement ça. Imaginez posséder un bouclier ancien, éprouvé par le temps, un moyen de protéger votre monde intérieur, votre tranquillité d'esprit, de leur chaos extérieur. Et si la clé pour naviguer dans ces dynamiques humaines complexes n'était pas de les changer, mais de vous renforcer profondément? C'est exactement le pouvoir que nous pouvons débloquer en regardant des milliers d'années en arrière, vers la sagesse des philosophes stoïciens. Ils ont fait face à la manipulation, à la tromperie et aux dynamiques de pouvoir toxiques à leur époque. Et ils ont développé des modèles mentaux puissants, des principes simples mais profonds, pour rester résilients, lucides et libres, peu importe qui ou quoi ils rencontraient. Cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre craintif envers les autres. Elle vise à vous rendre intrépide, en vous donnant la clarté de voir et la force intérieure de tenir bon et de protéger votre énergie pendant que vous façonnez la vie que vous voulez. Prêt à construire cette résilience intérieure et à repérer les signes que vous ne pouvez tout simplement plus vous permettre de manquer? Commençons ce voyage dès maintenant. Parlons du tout premier signe. C'est souvent le plus désarmant. Et si la personne qui charme tout le monde dans la pièce était en fait celle dont vous devez le plus vous méfier? Le charme en soi n'est pas mauvais du tout. Une chaleur sincère, une personnalité magnétique, ces qualités attirent naturellement les gens. Elles créent des liens et de la confiance. Mais entre de mauvaises mains, le charme devient tout autre chose. Il devient un masque soigneusement construit, une performance conçue pour gagner votre faveur. Il ne s'agit pas d'une connexion authentique, il s'agit d'une influence stratégique. Le véritable signal d'alarme, le signal stoïcien, apparaît lorsque ce charme est incohérent, lorsque leur sourire éblouissant et leurs paroles flatteuses à votre égard disparaissent soudainement au moment où ils se tournent pour parler de quelqu'un d'autre, ou lorsque leur image publique de gentillesse et d'aide ne correspond pas à leurs actions privées froides ou manipulatrices. Cette incohérence n'est pas une erreur, c'est la fissure dans la façade. Je me souviens d'une époque où j'ai travaillé en étroite collaboration avec quelqu'un d'exactement comme ça. Il avait un charisme incroyable. Il savait exactement quoi dire pour que chacun se sente vu, valorisé, comme la personne la plus importante de la pièce. C'était un maître du réseautage. Tout le monde semblait l'aimer. Mais plus je restais avec lui, plus je commençais à remarquer des choses,
de petits moments où le masque semblait glisser légèrement, un commentaire dédaigneux ou cruel sur quelqu'un qui n'était pas présent, immédiatement suivi de ce sourire charmant quand quelqu'un d'autre entrait dans la conversation. Une froideur soudaine lorsqu'il décidait que quelqu'un ne lui était plus utile. Il me louait abondamment une minute, me faisant sentir comme une star, puis minait subtilement mon travail dans mon dos la minute suivante, créant des doutes sur mes capacités. C'était comme se tenir trop près d'une production théâtrale. On commence à voir les ficelles, les faux décors, les changements précipités en coulisses que le public n'est pas censé remarquer. L'erreur courante ici est de se laisser tellement emporter par la performance charmante que l'on ignore complètement ses incohérences. Nous voulons croire au masque. Nous voulons que la personne soit aussi merveilleuse qu'elle en a l'air. Nous rejetons ce nœud de malaise dans notre ventre, ce sentiment que quelque chose ne va pas. Nous nous disons que nous devons imaginer des choses, qu'il est impossible qu'ils soient insincères. Mais le stoïcisme nous offre une manière différente de voir cela. Il nous enseigne que la vraie valeur réside dans la vertu, dans le caractère intérieur, dans les actions alignées sur la raison, l'intégrité et la justice, l'apparence, la réputation, à quel point quelqu'un semble charmant. Ce sont des éléments externes. Ils sont indifférents au sens stoïcien. Ils ne définissent pas la véritable valeur ou les intentions d'une personne. Marc Aurèle se rappelait et nous rappelle dans ses pensées « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais l'état intérieur, les vraies pensées et intentions qui motivent leurs actions. La façade charmante n'est que de la peinture à l'extérieur. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de devenir cynique envers tous ceux qui sont charmants ou extravertis. Pas du tout. Il s'agit de cultiver une observation lucide, de regarder au-delà de la performance, de prêter une attention particulière à l'incohérence de leur comportement au fil du temps. De faire confiance à votre intuition, ce sentiment de malaise est souvent votre sagesse intérieure signalant un désalignement fondamental entre ce qu'ils semblent être et ce qu'ils sont. Concentrez votre jugement non pas sur ce que quelqu'un vous fait ressentir avec ses paroles soigneusement choisies, mais sur le schéma cohérent de ses actions, en particulier ses actions lorsqu'il pense que personne d'important ne regarde. Votre paix intérieure et votre sens de la réalité ne devraient pas dépendre de la performance de quelqu'un d'autre. La leçon ici, éclairée par la sagesse antique, est simple mais profonde. L'authenticité n'a pas besoin de masque et l'incohérence persistante est le signal d'alarme, le plus fort de quelqu'un qui en porte un. Mais que se passe-t-il lorsque cette incohérence charmante n'est pas seulement passive, mais est couplée à un effort délibéré et actif pour contrôler ce que vous pensez, ce que vous croyez et même ce dont vous vous souvenez? Alors, vous avez commencé à repérer l'incohérence derrière le charme. Quelle est souvent la couche suivante dans leur jeu? C'est la déformation délibérée de la réalité elle-même. C'est bien plus qu'un simple petit mensonge pour éviter de blesser les sentiments de quelqu'un. Il s'agit de créer activement un faux récit. Il s'agit de déformer les faits. Il s'agit de tordre les conversations qui ont eu lieu. Il s'agit de vous faire douter de votre propre mémoire, de votre propre santé mentale. C'est une tactique puissamment décrite par le terme gaslighting. Le but ultime n'est pas seulement de vous tromper sur le moment, c'est d'éroder votre emprise sur la réalité, de vous faire douter de votre propre perception et de votre propre jugement si complètement que vous commencez à vous fier uniquement à leur version des événements. Parce que s'ils peuvent contrôler votre perception de la réalité, ils savent qu'ils peuvent vous contrôler. J'ai vu cela se dérouler de première main dans une amitié qui est devenue de plus en plus toxique.
Cet ami racontait des histoires élaborées, se plaçant toujours sous le meilleur jour, souvent en rabaissant subtilement les autres. Puis, si jamais vous mentionniez doucement quelque chose qu'il avait dit ou fait qui ne vous semblait pas juste, il le niait catégoriquement. « Je n'ai jamais dit ça, tu te souviens complètement mal, ça s'est passé complètement différemment. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En fait, c'est toi qui... » Il tordait en les faits, parfois subtilement, parfois effrontément, tissant une toile tellement emmêlée que vous vous retrouviez à vous gratter la tête. Vous commenciez sincèrement à penser « Attends, est-ce que je me souviens vraiment correctement ? Peut-être que j'ai mal compris. » Vous pouviez même revenir en arrière, ressortir de vieux emails, de vieux SMS, de vieilles photos. Et même lorsque la preuve objective était là, sous vos yeux, il trouvait un moyen de l'expliquer, de trouver des failles dans vos preuves, ou même de vous accuser de mal interpréter ou d'essayer de les piéger. C'était comme se tenir dans une salle de miroir déformant. Tout paraissait distordu, et vous n'étiez plus sûr de savoir quel reflet était le vrai vous ou la vraie situation. La plus grande erreur, la plus épuisante ici, est d'essayer de trouver la vérité ou la logique dans leur toile de mensonges. Vous vous engagez dans des arguments futiles, vous vous épuisez à essayer de rectifier les faits, morceau par morceau. Et plus vous essayez de les coincer avec des faits et de la logique, plus ils se tordent, accusent et parviennent à retourner la situation, vous faisant sentir comme la personne confuse ou malveillante. Vous tombez dans le piège de douter de vos propres sens, de votre propre mémoire, de votre propre réalité. Mais le stoïcisme nous donne une ancre incroyablement puissante dans la réalité. Il nous enseigne à distinguer clairement entre les faits objectifs, ce qui s'est réellement passé, ce qui a été réellement dit, et nos jugements ou interprétations à propos de ces choses. La vérité, pour les stoïciens, est enracinée dans une perception claire et rationnelle et dans l'alignement avec l'ordre fondamental du monde. La tromperie, la malhonnêteté et la manipulation vont directement à l'encontre de cet ordre fondamental des choses. Sénèque, le dramaturge et philosophe stoïcien à l'esprit vif, l'a si clairement exprimé en disant « La vérité tient ferme, elle vit et elle n'est en danger d'aucune arme projetée contre elle. » Il a également sagement noté « Rien n'est si difficile, ni ne demande autant de temps que de ne pas se tromper soi-même. » Leurs mensonges nécessitent un entretien constant, de nouvelles couches de tromperie pour couvrir les anciennes. Mais la vérité n'a pas besoin d'entretien, elle est simplement. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de se perdre dans leur labyrinthe de mensonges ou d'essayer de démêler chaque mensonge. Il s'agit de se concentrer sur ce que vous pouvez vérifier, de vous ancrer fermement dans les faits objectifs et les actions observables, pas leur récit en constante évolution et égocentrique. Cultivez votre propre perception claire par la raison et l'attention et apprenez à lui faire confiance. Reconnaissez que vous n'avez aucun contrôle sur leur choix de mentir ou de déformer la réalité. Mais vous pouvez contrôler si vous croyez à leur distorsion et si vous vous engagez dans leur fausse réalité. Refusez de participer à leur jeu. N'essayez pas d'appliquer la logique avec quelqu'un qui a abandonné la logique en faveur de la manipulation. Protégez farouchement votre propre esprit de leur tentative de déformer ce que vous savez être vrai. La leçon est la suivante. Votre santé mentale et votre perception de la réalité sont vos biens les plus précieux. Gardez-les farouchement contre quiconque essaie de les tordre à son propre profit. Mais même reconnaître la manipulation et la distorsion ne suffit souvent pas si la personne à laquelle vous avez affaire semble manquer de quelque chose d'encore plus fondamental. La capacité de comprendre ou de se soucier de l'impact de ses actions sur vous.
Vous avez percé le charme, vous avez esquivé la réalité déformée. Mais qu'en est-il d'une connexion humaine fondamentale ? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est juste un peu maladroit dans les situations sociales parfois, ou qui dit occasionnellement la mauvaise chose. Il s'agit d'une incapacité ou d'un manque de volonté profond, apparemment inhérent, de se connecter véritablement à ce que vous ressentez, ou à ce que quiconque d'autre ressent. Leur monde tourne principalement, parfois exclusivement, autour de leurs propres besoins, de leurs propres perspectives, de leur propre agenda. Les autres personnes, ce ne sont souvent que des outils, des pions dans leur propre jeu personnel. Ils ne partagent pas véritablement vos joies d'une manière significative et ils ne ressentent certainement pas votre douleur, à moins, peut-être, que cela ne les affecte directement de manière négative. Ce manque d'empathie n'est pas qu'un défaut de caractère superficiel. C'est un vide profond, là où une véritable connexion humaine devrait être. Je me souviens d'une fois où je me suis confié à quelqu'un pendant une période vraiment difficile de ma vie. Je partageais une lutte qui me pesait vraiment, me faisant me sentir vulnérable et perdu. Je ne cherchais pas de grandes solutions ou des conseils élaborés. Juste un peu de compréhension, un peu de connexion humaine et de validation. Alors que j'ouvrais mon cœur, sentant les larmes monter, leurs yeux semblaient juste se vitrer. Quand j'ai finalement terminé, prenant une respiration tremblante, au lieu d'offrir un mot de soutien, un simple « ça a l'air vraiment difficile » ou même juste un signe de tête silencieux, ils ont juste fait une pause un instant. Puis, ils ont immédiatement commencé à raconter une histoire sur leur journée. « Oh, tu penses que c'est mauvais ?» ont-ils dit. « Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Ils ont complètement ignoré ma vulnérabilité, ma douleur. Ce n'était pas malveillant dans un sens activement cruel à ce moment-là, mais l'indifférence glaciale était palpable. C'était exactement comme parler à un mur. Ou peut-être même pire, remarquer un regard subtil et fugace dans leurs yeux, peut-être un éclair d'impatience, voire un soupçon de satisfaction lorsque vous révélez quelque chose qui montre votre faiblesse ou votre malheur. L'erreur courante face à ce vide d'empathie est d'essayer désespérément de leur faire comprendre ce que vous ressentez. Vous déversez plus d'émotions. Vous essayez d'expliquer vos sentiments sous tous les angles possibles avec des détails poignants. Vous espérez que cette fois, si vous utilisez les bons mots, ils finiront par comprendre. Vous cherchez la validation, le réconfort ou le soutien auprès de la personne même fondamentalement incapable de les donner d'une manière authentique. Et chaque fois que vous essayez et échouez, cela vous laisse un sentiment encore plus blessé, isolé, et vous demandant pourquoi vous ne valez pas leur empathie ou leur compréhension. Mais le stoïcisme nous offre ici une clarté essentielle. Il nous rappelle que les humains sont fondamentalement des créatures sociales. Nous sommes, dans un sens très réel, faits pour la coopération et le soutien mutuel. Sénèque observait que nous sommes membres d'un grand corps, interconnectés. Une personne véritablement vertueuse aspire à la justice et à la bienveillance, traitant les autres équitablement et avec gentillesse, enracinée dans la compréhension de notre humanité partagée. Un manque profond d'empathie va directement à l'encontre de cette inclination naturelle et vertueuse. Cependant, le stoïcisme nous enseigne également la distinction absolument cruciale entre ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, jugements, actions, vertus, et ce qui en est complètement hors de portée. Le comportement, les sentiments et crucialement la capacité d'empathie des autres personnes sont entièrement hors de votre pouvoir de commander ou de changer. Vous ne pouvez tout simplement pas forcer quelqu'un à ressentir de l'empathie s'il ne la possède pas. Leur capacité à en avoir, ou leur absence, est un élément extérieur,
au-delà de votre influence. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de continuer à vous cogner la tête contre ce mur d'indifférence, en espérant qu'il finira par s'effondrer. Il s'agit de cultiver une acceptation lucide de leurs limitations. Cela ne cautionne pas leur comportement ni ne dit que c'est acceptable. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Reconnaissez que chercher une connexion émotionnelle profonde ou une vulnérabilité auprès de quelqu'un avec un vide d'empathie profond ne fera presque certainement que conduire à votre douleur, votre déception et votre épuisement continu. Concentrez votre précieuse énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Établir des limites fermes pour protéger votre bien-être émotionnel de leur indifférence. Limitez la quantité de vulnérabilité que vous partagez avec eux et redirigez votre besoin de soutien, de compréhension et de connexion vers des personnes capables de les donner, en investissant dans et en nourrissant les relations saines et réciproques dans votre vie. Et surtout, n'intériorisez pas leur manque d'empathie comme un reflet de votre valeur ou de votre capacité à être aimé. Leur vide concerne eux et leur paysage intérieur, pas vous ni votre valeur. La leçon ici est la suivante. Acceptez que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un une empathie qu'il ne possède pas et donnez la priorité à la protection de votre propre paix et de votre santé émotionnelle en recherchant une connexion authentique là où elle peut véritablement être trouvée. Mais que se passe-t-il lorsque ce détachement des sentiments des autres n'est qu'une partie d'un schéma plus vaste, un schéma alimenté par un besoin profond de dominer et de contrôler tout et tout le monde autour de soi? Vous avez navigué à travers le masque, vous avez esquivé la réalité déformée, vous avez senti le froid du vide d'empathie, mais à quoi servent souvent, en fin de compte, tous ces comportements? Très souvent, ce ne sont que des outils pour un objectif principal et moteur, le contrôle. Pour certains individus, le contrôle n'est pas qu'une préférence pour l'ordre ou la structure, c'est un besoin fondamental, une force motrice profonde, souvent désespérée. Ils ne veulent pas seulement influencer vos décisions, ils veulent les dominer, ils veulent contrôler vos pensées, vos sentiments, ils veulent limiter votre autonomie pour vous faire sentir fondamentalement incapable de naviguer dans la vie sans leur conseil constant ou leur approbation explicite. Cette soif de contrôle peut se manifester subtilement, parfois déguisée en souci. Elle peut se manifester par des conseils non sollicités sur tous les aspects de votre vie, ou en injectant le doute dans vos projets, ou elle peut être plus manifeste par des exigences, des ultimatums, ou en créant des drames lorsque vous ne vous conformez pas. Le but est toujours le même, vous maintenir dans leur orbite d'influence, prévisible, dépendant, et donc beaucoup plus facile à manipuler. J'ai vu cette dynamique de contrôle subtil se dérouler sur plusieurs années dans une amitié proche qui, avec le recul, est devenue de plus en plus unilatérale. Au début, leurs conseils semblaient sincèrement utiles, comme s'ils avaient vraiment mes meilleurs intérêts à cœur. Mais lentement, presque imperceptiblement, un schéma est apparu. Chaque fois que j'envisageais une décision importante dans ma vie, un changement de carrière potentiel, la poursuite d'un nouveau projet créatif, la gestion d'une nouvelle relation ou même un achat important, il trouvait un moyen d'injecter le doute. Pas un désaccord catégorique, généralement, ce qui aurait été plus facile à repérer. Plutôt des questions sondant, conçues pour souligner chaque risque potentiel. Des remarques subtilement désobligeantes sur mon jugement ou mes capacités. Il disait des choses qui me faisaient sentir que je n'avais pas suffisamment réfléchi ou que j'avais désespérément besoin de leur sagesse et de leur expérience supérieure pour éviter une catastrophe imminente. C'est arrivé au point où j'hésitais à prendre une décision importante sans leur en parler d'abord, anticipant déjà leurs doutes.
Et si ma décision ne correspondait pas à ce qu'il voulait implicitement ou explicitement, l'injection de doute et la pression subtile s'intensifiaient. Avec le recul, il ne s'agissait pas vraiment de m'aider à faire le bon choix pour moi. Il s'agissait de s'assurer que mes choix me gardaient prévisibles, me gardaient légèrement déséquilibré et d'une certaine manière lié à eux et à leur autorité perçue. Il s'agissait de m'empêcher de devenir trop indépendant ou de dépasser leur sphère d'influence. L'erreur courante face à cette soif de contrôle est de croire que leur besoin de vous contrôler découle d'une véritable attention ou qu'ils possèdent, en quelque sorte, une connaissance supérieure de votre vie. Vous pourriez intérioriser leurs doutes. Vous commencez à remettre en question votre propre compétence et votre propre jugement. Vous pourriez vous retrouver inconsciemment à rechercher leur approbation pour vos choix de vie avant même de les faire. Vous pourriez progressivement abandonner des pans de votre autonomie, pensant que c'est simplement plus facile que de faire face à leur opposition constante ou à leur anxiété fabriquée concernant vos décisions indépendantes. Et vous devenez dépendant, exactement comme il l'avait prévu depuis le début. Mais le stoïcisme offre l'antidote ultime et le plus puissant à cette soif de contrôle externe, la profonde compréhension que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. Épictète, l'ancien esclave devenu un enseignant stoïcien renommé, a déclaré « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Il ne parlait pas seulement de liberté politique, il parlait de liberté intérieure. La liberté radicale qui vient du fait de savoir exactement ce qui vous appartient véritablement de contrôler. Vos jugements, vos désirs, vos aversions, vos actions alignées sur la vertu et ce qui est fondamentalement hors de votre contrôle, ce qui est à peu près tout le reste, y compris les tentatives des autres de vous contrôler. Leur soif de contrôle est un phénomène externe. Leurs tactiques sont des éléments externes. Votre autonomie, votre pouvoir de choisir votre réponse, votre capacité à prendre vos propres décisions raisonnées, alignées sur vos valeurs. Ce sont des éléments fondamentalement sous votre contrôle. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de se battre pour leur permission ou de gaspiller de l'énergie à argumenter pour votre droit fondamental de choisir votre propre chemin. Il s'agit de réaffirmer tranquillement, intérieurement, votre propre autonomie comme un fait inattaquable. Reconnaissez leurs tentatives de contrôle pour ce qu'elles sont exactement. Un reflet de leurs besoins, de leur insécurité, pas de votre insuffisance. Appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas les empêcher de vouloir vous contrôler ni d'utiliser des tactiques de manipulation. Mais vous pouvez absolument contrôler votre propre réponse. Refusez d'intérioriser leurs doutes ou de faire de leur anxiété la vôtre. Prenez vos décisions en fonction de vos propres valeurs, de votre propre raison et de ce qui est juste pour vous, et non en fonction de leur approbation ou pour soulager leur malaise face à votre indépendance, votre esprit, votre volonté, vos choix enracinés dans la vertu. Ce sont votre territoire sacré et invincible. Protégez-les farouchement. La leçon ici, résonnant à travers les siècles, est profonde. Votre liberté n'est pas accordée par les autres. Elle se trouve et se défend en vous-même, chaque jour, en exerçant votre pouvoir inhérent de choix sur votre propre vie et sur la façon dont vous répondez au monde. Mais que se passe-t-il lorsque ce besoin profond de contrôler tout et tout le monde autour de soi se combine avec un refus complet et inébranlable de jamais reconnaître ses torts ou d'assumer la responsabilité des conséquences de ses actions, Fannum. Ainsi, nous avons vu comment ils utilisent le charme et la distorsion. Nous avons senti la froideur de leur vide d'empathie et nous comprenons leurs besoins profonds de contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque leurs besoins de contrôle se heurtent de plein fouet à la réalité ?
lorsque les choses tournent inévitablement mal. Cela nous amène à une tactique classique et incroyablement frustrante, le jeu de blâme sans fin. Pour certains individus, assumer la responsabilité d'une erreur, d'un échec ou d'un résultat négatif n'est tout simplement pas une option. Cela menace fondamentalement leur image soigneusement construite d'être compétent, d'avoir raison ou d'être en quelque sorte au-dessus de tout reproche. Alors, ils deviennent des maîtres absolus de la déviation. Au moment où quelque chose tourne mal, le projecteur s'éloigne immédiatement d'eux à la vitesse de l'éclair. Il atterrit sur vous. Il atterrit sur les circonstances. Il atterrit sur n'importe qui ou n'importe quoi d'autre qu'eux-mêmes. Ils tisseront des histoires complexes, souvent illogiques, pour expliquer pourquoi ce n'était pas de leur faute. Ils pointeront du doigt. Ils joueront la victime, même lorsqu'ils étaient les principaux architectes du problème. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les conséquences, bien que cela en fasse partie. C'est aussi un jeu de pouvoir, une façon de manipuler votre perception et de transférer habilement le fardeau émotionnel et pratique sur quelqu'un d'autre. J'ai rencontré ce schéma constamment dans un contexte professionnel avec un collègue spécifique qui semblait allergique à la responsabilité. Chaque fois qu'il y avait un délai manqué, un dépassement de budget, une plainte d'un client ou tout type de revers de projet, ce n'était jamais leur responsabilité. Si un projet qu'ils géraient échouait, les raisons se multipliaient. C'était parce que l'équipe n'était pas assez supportive, ou le client n'arrêtait pas de changer d'avis, ou la direction n'a pas fourni les bonnes ressources. Jamais parce qu'ils avaient mal géré le calendrier, ou n'avaient pas communiqué efficacement, ou avaient simplement commis une erreur. Si vous essayiez d'avoir une discussion calme sur leur rôle dans le problème, ils changeaient immédiatement de sujet. Ils pouvaient déterrer une erreur mineure que vous aviez commise des semaines ou des mois auparavant et l'amplifier. Ils pouvaient remettre en question votre compréhension du projet dans son ensemble. Ils pouvaient même suggérer que vous étiez injuste, trop critique, ou que vous essayiez en quelque sorte de leur causer des ennuis. Peu importait la clarté des preuves, ils étaient l'expert de la déviation, transformant en douceur chaque conversation en un labyrinthe alambiqué où ils étaient la partie innocente et tous les autres impliqués étaient en quelque sorte la cause profonde du problème. C'était absolument épuisant, frustrant au-delà de toute croyance. Et c'était comme essayer constamment de clouer de la gelée au mur. Plus vous essayiez d'épingler la vérité, plus elle devenait glissante et désordonnée. L'erreur courante face à ce jeu de blâme sans fin est de se laisser complètement entraîner. Vous ressentez ce besoin primal de vous défendre, d'argumenter les faits jusqu'à ce qu'ils comprennent la raison, de prouver définitivement que vous n'êtes pas à blâmer ou qu'ils le sont. Vous pourriez même finir par accepter une part de blâme juste pour que la conversation et le stress cessent, renforçant involontairement leur comportement. Vous gaspillez d'énormes quantités d'énergie et de capital émotionnel dans une tentative futile de leur faire admettre quelque chose qu'ils sont fondamentalement réticents ou peut-être incapables d'admettre. Mais le stoïcisme nous donne à la fois la clarté et l'ancrage dont nous avons besoin pour naviguer dans cette dynamique frustrante. La responsabilité ou la redevabilité est une composante essentielle de la vertu stoïcienne de justice et de l'action juste. Il s'agit d'affronter la réalité de front et d'assumer votre rôle dans les événements. Le stoïcisme nous enseigne à nous ancrer dans la vérité et la raison, à ne pas nous laisser emporter par des récits manipulateurs. L'observation de Sénèque est particulièrement pertinente ici. La vérité tient ferme, sans justification, car elle n'a pas coutume d'être prouvée par comparaison.
Alors que les mensonges et le rejet de la faute nécessitaient des histoires élaborées et une déviation constante, la vérité est simplement. Elle n'a besoin d'aucune défense autre que sa propre existence. Marc Aurèle, dans ses réflexions quotidiennes, se rappelait constamment de se concentrer uniquement sur ses propres actions, ses propres jugements et son propre caractère. Il comprenait implicitement que vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les réactions des autres, y compris leur refus obstiné d'assumer leurs propres responsabilités. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de se laisser piéger dans leur cirque de blâme, tournant en rond sans fin. Il s'agit de vous ancrer fermement dans les faits objectifs. Ce qui s'est réellement passé, quel était votre rôle spécifique et vérifiable, et quelles étaient leurs actions observables, basées sur des faits, pas sur leurs récits. Refusez d'accepter un blâme qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas besoin d'argumenter, de vous emporter ou de les convaincre. Énoncez simplement les faits calmement et clairement si nécessaire. Ou, crucialement, désengagez-vous de la conversation si elle dégénère en leur schéma typique de déviation. Reconnaissez que leur refus d'assumer leurs responsabilités est un phénomène externe. C'est leur choix, un reflet de leur paysage intérieur, de leur caractère ou de leur absence. Vous ne pouvez pas les forcer à être responsables ou logiques, mais vous pouvez absolument contrôler votre réponse. Refusez de vous laisser entraîner dans leur jeu, protéger votre énergie de leur déviation et maintenir votre propre intégrité en assumant clairement vos actions et seulement les vôtres. Fixez des limites claires aux conversations qui sont uniquement conçues pour vous rejeter la faute ou la rejeter sur d'autres. La leçon ici est profonde. Votre tranquillité d'esprit est infiniment plus précieuse que de gagner une dispute avec quelqu'un qui refuse fondamentalement de vivre dans la réalité et d'assumer ses responsabilités. Concentrez-vous sur votre propre vérité, votre propre intégrité et refusez de porter le fardeau de leur blâme. Et parfois, alimenté par ce refus persistant d'accepter la responsabilité, ce détachement profond des sentiments des autres et ce besoin de contrôle, il semble qu'ils tirent une satisfaction glaciale de voir les autres lutter ou tomber. Ainsi, ils manipulent avec charme et distorsion. Ils opèrent à partir d'un vide d'empathie, cherchant le contrôle et évitant le blâme. Quelle est l'une des façons les plus efficaces pour eux de maintenir ce pouvoir sur vous? En vous coupant stratégiquement de votre force. Les êtres humains, au fond, sont fondamentalement des créatures sociales. Nos liens avec nos amis, notre famille et notre communauté sont des sources vitales de force, de soutien, de perspectives différentes. Une vérification cruciale de la réalité lorsque nous en avons le plus besoin. Les individus toxiques comprennent cela intuitivement, peut-être même mieux que nous parfois. Ils savent qu'une personne bien soutenue, qui a des liens forts et sains, est beaucoup plus difficile à contrôler, plus difficile à manipuler, plus difficile à gaslighter, plus difficile à rendre dépendante. Ainsi, ils emploient consciemment ou inconsciemment des tactiques conçues pour rompre subtilement ou ouvertement ces liens vitaux. Ce n'est pas toujours une demande directe comme « tu n'as plus le droit de voir ta famille ». C'est souvent beaucoup plus insidieux. Cela peut consister à semer des graines de doute sur les personnes qui vous sont les plus chères, à créer des conflits subtils entre vous et vos proches, à dénigrer vos amis dans leur dos avec des inquiétudes apparemment innocentes, à vous faire sentir que seuls eux vous comprennent vraiment ou ont véritablement vos meilleurs intérêts à cœur. Le but ultime est de vous faire sentir qu'ils sont votre seul refuge sûr, votre seule source de connexion et de validation, votre seul système de soutien fiable. J'ai vu cette tactique d'isolement subtil se dérouler de manière déchirante dans une relation impliquant quelqu'un que je connaissais bien. Leur nouveau partenaire semblait merveilleux au début, incroyablement charmant,
attentif, apparemment dévoué. Mais progressivement, presque imperceptiblement, ce partenaire a commencé à exprimer des inquiétudes concernant les amitiés de longue date de l'autre personne. Sont-ils vraiment bons pour toi ? Je m'inquiète de la façon dont ils te traitent. Il semble un peu jaloux de notre relation, tu ne trouves pas ? Je ne pense tout simplement pas qu'ils te comprennent vraiment en profondeur, pas comme moi. Ce sont des commentaires subtils, plantés à plusieurs reprises au fil du temps. Le partenaire crée également de légers drames ou exprimait une désapprobation passive-agressive concernant les projets impliquant des amis ou de la famille. Il pouvait soudainement tomber malade à la dernière minute lorsqu'un dîner de famille était prévu. Il pouvait commencer une petite dispute juste avant que vous ne deviez partir rencontrer des amis. Il pouvait vous faire sentir subtilement coupable de vouloir passer du temps avec d'autres, insinuant que vous ne valorisiez pas notre temps. Lentement, subtilement, l'individu a commencé à voir de moins en moins ses amis et sa famille. Il a commencé à remettre en question ses relations saines et à long terme qui étaient son roc depuis des années. Il est devenu plus isolé dans son monde avec seulement le nouveau partenaire. Et à mesure qu'il devenait plus isolé, il devenait beaucoup plus vulnérable au comportement contrôlant et manipulateur de ce partenaire. L'isolement n'était pas le but en soi pour le partenaire. C'était un moyen très efficace pour parvenir à une fin, le contrôle. L'erreur courante ici est d'intérioriser leur récit négatif sur votre système de soutien. Vous commencez à voir vos amis ou votre famille à travers le prisme critique et biaisé de la personne toxique. Vous commencez à douter des personnes mêmes qui vous ont constamment soutenu pendant des années, voire des décennies. Vous pourriez vous en éloigner simplement pour éviter les conflits ou les tensions avec la personne toxique. Et ce faisant, vous devenez involontairement plus dépendant de l'individu toxique pour l'interaction sociale, la validation émotionnelle et la perspective, ce qui vous rend exponentiellement plus susceptible à son influence et à ses tactiques de contrôle. Mais le stoïcisme, tout en soulignant le pouvoir suprême de la citadelle intérieure et de l'autonomie, ne préconise pas un isolement malsain et imposé. Il reconnaît notre nature fondamentale d'être sociaux. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, réfléchissait fréquemment à l'importance de la coopération, de la communauté et de notre interconnexion. Il considérait les humains comme des parties d'un tout plus vaste et interconnecté. Bien que les relations externes soient techniquement des indifférents préférés en stoïcisme, ce qui signifie qu'elles sont souhaitables et naturelles, mais pas absolument essentielles pour votre vertu ou votre bonheur ultime, le jugement sur qui fréquenter et l'action de nourrir des liens sains sont absolument dans votre sphère de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les tentatives de la personne toxique de vous isoler ou ses raisons de le faire, mais vous pouvez contrôler qui vous choisissez de croire et avec qui vous choisissez de passer votre temps et votre énergie précieux. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas de devenir un ermite ou de se retirer complètement du monde par peur. Il s'agit de cultiver un discernement lucide concernant vos relations. Reconnaissez la tactique d'isolement pour ce qu'elle est exactement, une tentative délibérée d'affaiblir votre position. Faites confiance à votre propre jugement concernant les personnes qui vous ont constamment montré une attention, un soutien et un respect sincères au fil du temps. Maintenez activement ces liens sains. Ne laissez pas la personne toxique dicter avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas interagir, ni ce que vous devriez ressentir à propos de vos proches. Appuyez-vous sur votre système de soutien sain. Il peut vous fournir une perspective inestimable, une résilience émotionnelle et une force dont vous avez besoin pour naviguer dans des dynamiques toxiques et difficiles. Votre réseau de relations saines est une ressource vitale pour faire face aux défis
inévitable de la vie, y compris la gestion des personnes difficiles et destructrices. La leçon ici, ancrée dans une sagesse intemporelle et profonde. Votre force est amplifiée et protégée par des liens sains. Protégez activement ces liens vitaux de quiconque tente de les rompre. Mais parfois, derrière ces tactiques de contrôle, de manipulation et d'isolement, se cache un trait profondément troublant. Une étrange et dérangeante satisfaction qu'il semble tirer du fait de voir les autres lutter, trébucher ou tomber. Nous avons retiré les couches de leur comportement. Le charme, la distorsion, les tactiques de contrôle, le rejet de la faute, l'isolement stratégique. Mais ce prochain signe, celui-ci touche souvent un aspect plus profond, plus dérangeant de la nature humaine. Cela va au-delà de la simple indifférence à votre douleur dont nous avons parlé précédemment avec le vide d'empathie. Il s'agit de tirer une satisfaction active ou un plaisir pervers de celle-ci. C'est un trait effrayant à observer. Voir quelqu'un d'autre trébucher, échouer, vivre un malheur, une déception ou une douleur émotionnelle. Au lieu de ressentir de la sympathie, de l'inquiétude ou même juste de la neutralité, ils semblent subtilement s'illuminer. Leurs yeux peuvent briller d'une manière particulière. Un sourire subtil, rapidement dissimulé, peut traverser leur visage. Ils peuvent devenir inhabituellement animés, énergiques, ou même bavarder avec un étrange plaisir en discutant des problèmes ou des revers de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'un sens sain de la compétition ou de croire que justice a été rendue dans une situation équitable. C'est enraciné dans quelque chose de plus sombre, souvent une insécurité profonde qui les fait se sentir momentanément mieux dans leur peau lorsque les autres vont plus mal, ou simplement un manque profond et dérangeant de compassion et de bonne volonté humaine fondamentale. J'ai été témoin de ce trait troublant de première main chez quelqu'un qui faisait partie de mon cercle social élargi. En surface, il pouvait être assez agréable et engageant, mais prêter une attention particulière à leurs réactions lorsque quelque chose de négatif arrivait à quelqu'un d'autre dans le groupe, même quelque chose de relativement mineur, comme un problème de voiture ou un revers professionnel. Quelqu'un a perdu un client. Il se penchait en avant, les yeux écarquillés, disant des choses comme « Oh, comme c'est terrible pour eux, je me sens si mal ». Mais leur ton, leur énergie sous-jacente, c'était complètement faux. On avait l'impression d'une excitation soigneusement déguisée en sympathie. Je les ai vus devenir visiblement plus joyeux et énergiques en discutant des luttes ou des revers de quelqu'un d'autre, bien plus que lorsqu'ils discutaient des succès de quelqu'un. Il y a eu un cas particulier où une connaissance mutuelle a traversé une rupture très publique et très douloureuse. Au lieu de montrer une véritable inquiétude ou d'offrir un soutien discret, cette personne semblait presque excitée. Ils étaient les premiers à répandre les détails aux autres, se concentrant avec joie sur les aspects les plus douloureux et embarrassants, avec un sous-entendu qui ressemblait moins à de simples commérages qu'à une jouissance active de la misère de l'autre personne. Cela vous laissait un sentiment froid et malaisant au creux de l'estomac, comme être témoin de quelque chose de fondamentalement mauvais, à un niveau humain profond. L'erreur courante ici est d'être pris au dépourvu et profondément blessé ou confus par cette réaction. Vous attendez une réaction humaine normale, peut-être de l'inquiétude, peut-être juste de la neutralité. Lorsque vous voyez cet éclair de plaisir pervers, ce manque de décence humaine fondamentale, c'est choquant et désorientant. Vous pourriez essayer désespérément de comprendre pourquoi ils sont comme ça sur le moment, en restant bloqués dans la confusion et l'incrédulité. Vous pourriez ressentir un profond sentiment de trahison ou de déception que quelqu'un puisse réagir de cette façon.
Et tragiquement, vous pourriez continuer, peut-être inconsciemment, à rechercher une connexion émotionnelle ou une compréhension auprès de quelqu'un qui, dans ces moments, révèle une déconnexion dérangeante et fondamentale de la vulnérabilité et de la souffrance humaine partagée. Mais le stoïcisme offre ici une perspective et une protection cruciale. Il enseigne que la vraie joie, le vrai épanouissement et le vrai bien-être proviennent d'une vie vertueuse, de la culture de la sagesse, de la justice, du courage et de la tempérance en nous-mêmes. Tirer du plaisir de la souffrance des autres va directement à l'encontre des vertus stoïciennes fondamentales de justice, traiter les autres justement, et de bienveillance, bonne volonté envers les autres êtres humains. C'est un signe clair d'un esprit désordonné, un esprit concentré sur des éléments externes destructeurs, les malheurs des autres, plutôt que sur la culture de son propre état interne, sain et vertueux. Bien que les stoïciens aient reconnu de manière réaliste que le vice et la cruauté existent dans le monde, ils ont souligné que votre bien-être, votre paix intérieure, votre vertu ne dépendent pas de la vertu ou du vice des autres. Votre objectif est de maintenir votre propre état vertueux, votre propre équilibre interne, malgré les actions externes et la nature dérangeante des autres. La personne véritablement souffrante, selon la vision stoïcienne, est souvent celle dont l'esprit est régi par des passions négatives corrosives, comme l'envie ou la schadenfreude, plaisir tiré du malheur des autres. Leur état interne est celui d'un manque et d'une misère profond, même s'ils semblent momentanément heureux aux dépens de quelqu'un d'autre. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas d'essayer de raisonner avec leur manque d'empathie ou de comprendre leur joie perverse au moment où vous en êtes témoin. Il s'agit de reconnaître ce signe pour l'avertissement sérieux qu'il est. Ce n'est pas seulement une personne difficile, c'est potentiellement quelqu'un dont la boussole interne est fondamentalement brisée d'une manière qui rend impossible une connexion véritable, sûre et réciproque. Acceptez que vous ne pouvez pas changer cet aspect profondément enraciné de leur caractère. C'est un élément externe hors de votre contrôle. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez contrôler. Vous protégez de l'exposition à ce comportement nuisible et à son énergie dérangeante. Limitez considérablement votre vulnérabilité autour d'eux. Éloignez-vous émotionnellement ou physiquement si nécessaire pour protéger votre paix. Et surtout, nourrissez votre propre capacité d'empathie et de compassion authentique, votre vertu de bienveillance. C'est là que réside la véritable connexion humaine saine, et il est entièrement sous votre contrôle de la cultiver. Ne laissez pas leurs vices corrompre votre propre esprit ou vous faire douter de vos propres réactions saines. La leçon ici, austère mais nécessaire, est la suivante. Être témoin du plaisir que quelqu'un prend à la douleur des autres est un indicateur clair et troublant de son état interne. Votre priorité est de sauvegarder votre propre bien-être, de maintenir votre propre caractère vertueux et de rechercher une connexion avec ceux dont le cœur est orienté vers une véritable connexion humaine et non vers la cruauté. Et étroitement lié à cette étrange satisfaction de voir les autres tomber, il y a un autre signe subtil et insidieux, un schéma de critique minant souvent déguisé en conseils utiles ou en commentaires innocents, souvent alimentés par l'envie. Ainsi, vous avez vu le plaisir glaçant que certains prennent à la douleur des autres. Quelle émotion très courante, mais incroyablement insidieuse, alimente souvent ce désir troublant de voir les autres trébucher. C'est l'envie, mais pas celle qui est ouvertement admise ou facile à repérer. La jalousie et l'envie sont des émotions destructrices en soi, mais elles deviennent particulièrement toxiques, particulièrement nuisibles, lorsqu'elles ne sont pas exprimées ouvertement.
Au lieu de cela, elles sont déguisées, enveloppées d'inquiétudes, masquées en conseils utiles, présentées comme un compliment empoisonné. C'est la personne qui ne supporte tout simplement pas de vous voir briller trop fort. Vos succès, votre bonheur, vos réalisations, grandes ou petites, non seulement elles ne parviennent pas à célébrer sincèrement avec vous, mais votre bonne fortune met souvent en évidence quelque chose qu'elles sentent leur manquer ou alimente un besoin de compétition qu'elles ne peuvent pas gérer sainement. Alors, au lieu de vous élever, elles trouvent des moyens subtils d'éteindre votre lumière, de semer des graines de doute sur vos capacités, de saper votre confiance au moment même où vous devriez vous sentir le plus fier. C'est un comportement minant déguisé en sollicitude ou en critique objective. J'ai vécu cela constamment avec quelqu'un que je pensais sincèrement être un ami soutenant qui voulait le meilleur pour moi. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de vraiment bien, décrocher une nouvelle opportunité, terminer un projet important pour lequel j'avais travaillé dur, atteindre un objectif personnel, leur réaction initiale d'enthousiasme semblait juste un peu forcée. Puis venait le changement subtil, un compliment suivi rapidement d'un « mais ». C'est une excellente nouvelle pour ta promotion, mais es-tu vraiment prêt pour toute cette responsabilité supplémentaire ? Ça a l'air incroyablement stressant, tu sais. Ou livré avec un regard entendu, « Waouh, tu as fait un travail incroyable sur cette présentation. » Assure-toi juste de ne pas te sentir trop à l'aise. Il y a toujours quelqu'un de plus jeune et plus affamé qui arrive juste derrière toi dans ce secteur, où il comparait subtilement ma réussite négativement à celle de quelqu'un d'autre, souvent quelqu'un que je ne connaissais même pas. « Oh, tu as terminé ce cours en ligne. C'est bien, mon cousin vient de terminer un master le mois dernier, tu sais, dans une université de l'Ivy League, dans un domaine vraiment prestigieux. » Ce n'était pas une critique directe, c'était la mort par 1000 petites coupures de papier. Chaque commentaire, apparemment innocent en soi, était stratégiquement conçu pour dégonfler mon enthousiasme et me faire douter de ma propre réalisation, de ma compétence ou de ma valeur fondamentale pour le succès. L'erreur courante ici, et il est facile d'y tomber, est de prendre ces commentaires au pied de la lettre comme un retour d'information sincère ou une préoccupation légitime. Vous intériorisez la critique subtile. Vous pourriez commencer à essayer plus fort de vous prouver à eux en espérant enfin obtenir leur approbation inconditionnelle. Vous laissez leurs piques subtiles et leurs remarques empoisonnées éroder progressivement votre confiance et diminuer votre joie dans vos propres réalisations durement acquises. Vous pourriez même ne pas reconnaître l'envie sous-jacente pour ce qu'elle est en confondant leur sabotage avec de l'amour dur ou juste des conseils pratiques, bien que brusques. Mais le stoïcisme nous offre une clarté puissante et un bouclier contre cette dynamique corrosive. Le stoïcisme identifie l'envie comme l'une des passions destructrices. C'est un jugement irrationnel sur un élément externe, la bonne fortune ou le succès de quelqu'un d'autre, qui provoque un trouble intérieur important et va à l'encontre des vertus fondamentales de la raison et de la bienveillance, la bonne volonté envers les autres humains. La vraie valeur et le bonheur authentique, enseigne le stoïcisme, proviennent de la culture de votre vertu intérieure, votre caractère, votre intégrité, votre sagesse, votre courage, et d'agir correctement indépendamment des réalisations externes ou de la façon dont vous vous comparez aux autres. Votre valeur fondamentale n'est pas déterminée par vos promotions, vos projets ou l'opinion envieuse de quelqu'un d'autre ou sa capacité à atténuer votre lumière externe. Sénèque, le grand essayiste et dramaturge stoïcien, a célèbrement décrit l'envie comme l'ulcère de l'âme. Elle empoisonne la personne qui la porte, corrompant son état interne,
bien plus qu'elle ne peut nuire à la personne enviée, à moins, bien sûr, que vous ne permettiez à leur envie de s'infiltrer dans votre propre esprit et d'éroder votre confiance. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas d'essayer d'obtenir leur approbation, de rivaliser avec leurs remarques désobligeantes subtiles ou de diminuer votre propre lumière pour les mettre plus à l'aise. Il s'agit de cultiver un discernement lucide sur la source et l'intention des commentaires que vous recevez. Reconnaissez la tactique de l'envie pour ce qu'elle est, un reflet de leur lutte intérieure et de leur insécurité, pas une évaluation valable de votre mérite ou de votre réussite. Appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas les empêcher de ressentir de l'envie ou de l'exprimer de manière passive-agressive par des commentaires minants. Mais vous pouvez absolument contrôler votre réponse et votre jugement sur leurs paroles. Cessez de rechercher la validation ou les éloges inconditionnels de leur part. Faites confiance à votre propre évaluation claire et rationnelle de vos réalisations et de votre valeur, basée sur vos efforts, vos actions et vos résultats, des choses sous votre contrôle, et non sur leurs compliments empoisonnés ou leurs critiques subtiles. Filtrez leurs conseils à travers le prisme de la raison objective. Sont-ils véritablement utiles et constructifs ou sont-ils conçus pour dégonfler et miner? Protégez farouchement votre joie et votre confiance intérieure de leurs tentatives de les ébranler. Restez concentré sur votre propre chemin, continuez à cultiver vos propres vertus et à poursuivre vos propres objectifs, indépendamment de la façon dont vos progrès font sentir quelqu'un d'autre. La leçon ici, tranchante mais libératrice, est la suivante. Ne laissez pas l'envie ou l'insécurité de quelqu'un d'autre atténuer votre lumière bien méritée. Votre valeur vient de l'intérieur et vos réalisations vous appartiennent de reconnaître et de célébrer. Libérez des commentaires corrosifs des autres. Et lorsque vous combinez cette envie et ce besoin de miner avec une incapacité fondamentale à jamais reconnaître leurs propres défauts ou à assumer une véritable responsabilité pour les conséquences de leurs actions, vous commencez à voir un schéma de comportement enraciné dans quelque chose de profondément fixe et immuable. Nous avons exploré les tactiques, les masques, les manipulations, les vides, la soif de contrôle, le blâme, l'isolement, le plaisir tordu, l'envie déguisée. Mais comment savoir si ces comportements ne sont que des mauvaises habitudes profondément ancrées ou quelque chose de plus fondamentalement fixe et immuable chez une personne? Ce signe final n'est pas un comportement isolé que vous voyez une fois. C'est un schéma tenace, persistant et immuable au fil du temps. C'est le refus absolu de reconnaître ses torts ou d'assumer la responsabilité, même face à des conséquences indéniables ou à des preuves claires. C'est l'incapacité ou le manque de volonté profond de s'auto-réfléchir, d'apprendre véritablement de ses erreurs, de montrer un remords authentique pour le mal causé. Au lieu de cela, il redouble de justifications et d'excuses. Il joue la victime plus convaincante que jamais. Il reste obstinément bloqué dans un état de déni ou d'auto-rationalisation. Il considère donc souvent toute suggestion de changement ou de responsabilité nécessaire comme une attaque personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la responsabilité sur le moment, comme nous l'avons vu avec le jeu de blâme. C'est une résistance fondamentale et inébranlable à la croissance personnelle et à l'amendement. Une pierre dure et inflexible là où une capacité flexible de changement et d'autocorrection devrait se trouver. J'ai vu cela très clairement chez quelqu'un qui causait à plusieurs reprises une détresse émotionnelle et un chaos important dans ses relations personnelles. Maintes et maintes fois, les mêmes schémas destructeurs se produisaient. Comportements manipulateurs, promesses non tenues, blessures causées par l'égoïsme ou le manque de considération.
Lorsque les personnes qui se souciaient d'eux atteignaient finalement un point de rupture et les confrontaient, exprimant la douleur que leurs actions avaient causée, la réponse n'était jamais des excuses sincères, jamais une expression de remords sincère, et certainement jamais un engagement sincère à comprendre l'impact ou à changer le schéma. C'était toujours une justification. Tu es trop sensible. Ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité. Tu as mal compris toute la situation. Je traversais une période difficile. Tu devrais être plus compréhensif au lieu de m'attaquer. Ou, inversant rapidement la situation, eh bien, qu'en est-il de cette fois où tu as fait X ou Y? Il n'y avait pas de véritable auto-réflexion, pas de reconnaissance honnête de l'impact de leur comportement, seulement des défenses élaborées de leur intention supposée, ou une version déformée de celle-ci, ou des attaques contre l'autre personne. Aucune mesure significative n'a été prise pour réparer les torts ou pour changer le schéma de comportement sous-jacent. C'était comme parler à un mur, une pierre dure et inflexible qui refusait d'absorber tout retour d'information, d'apprendre des leçons ou de laisser émerger une fissure pour une véritable croissance. L'erreur la plus douloureuse et la plus épuisante ici est de continuer à espérer que cette pierre finira par s'adoucir. Vous investissez plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts émotionnels. Essayez de les aider à voir la lumière ou à comprendre la douleur qu'ils causent. Vous trouvez des excuses à leur comportement nuisible répété en espérant que cette fois sera différente. Vous continuez à tolérer un préjudice important parce que vous voyez des aperçus fugaces de potentiel ou vous vous accrochez aux souvenirs de qui vous pensiez qu'ils étaient ou de qui vous aimeriez qu'ils soient. Vous vous épuisez à essayer de réparer quelqu'un qui ne croit fondamentalement pas avoir besoin d'être réparé ou qui est simplement unwilling de faire le travail difficile de la conscience de soi et du changement. Mais le stoïcisme, à son cœur, est une philosophie d'amélioration continue de soi et de vie en accord avec la raison et la vertu. L'auto-réflexion, reconnaître ses erreurs et s'efforcer résolument de faire mieux demain qu'aujourd'hui. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces et des pratiques stoïciennes fondamentales. La célèbre phrase de Marc Aurèle peut s'appliquer ici non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la façon dont nous considérons les autres. Ne perds pas ton temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. Cela implique puissamment de se concentrer sur vos propres actions vertueuses et votre propre croissance, plutôt que d'essayer d'analyser, de définir ou d'attendre indéfiniment que les autres deviennent vertueux. Les stoïciens comprenaient que le vice est sa propre punition. La personne vivant dans le déni, refusant d'apprendre et de grandir, cause un préjudice profond principalement à sa propre âme, à son propre état interne. Et crucialement, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à choisir la vertu. Vous ne pouvez pas les forcer à choisir de grandir ou de changer. Ce choix est interne, uniquement sous leur contrôle. Ainsi, la réponse stoïcienne n'est pas d'attendre indéfiniment que la pierre inflexible s'adoucisse d'elle-même. Il s'agit de cultiver une acceptation lucide de leur refus manifeste de changer. C'est peut-être la vérité la plus difficile et la plus douloureuse à affronter lorsqu'on a affaire à quelqu'un comme ça. Reconnaissez que leur résistance fondamentale à la responsabilité et à la croissance signifie que le schéma nuisible est très susceptible de se répéter. Cessez d'investir votre temps et votre énergie précieux à essayer de les réparer ou à expliquer sans fin des choses qu'ils refusent constamment de voir ou d'accepter. Concentrez-vous intensément sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse à leur comportement et votre choix quant à la nature de la relation à l'avenir. Donnez la priorité à votre propre bien-être, à votre propre paix et à votre propre parcours de croissance.
Fixez les limites les plus strictes qui peuvent nécessiter la création d'une distance émotionnelle ou physique significative, ou dans certains cas chroniques et graves, de faire le choix difficile mais nécessaire de vous retirer complètement de la relation si elle est chroniquement nuisible et ne montre aucun signe véritable d'amendement. Redirigez votre énergie vers votre propre croissance, votre propre vertu et la construction de relations saines et réciproques avec ceux qui sont également engagés dans la gentillesse, la responsabilité et la croissance mutuelle. La leçon ici est profonde, peut-être même libératrice dans sa dureté. Vous ne pouvez pas forcer une pierre inflexible à changer sa nature. Reconnaissez quand une personne choisit un chemin de déni et de préjudice perpétuel et protégez votre propre précieux parcours en choisissant un chemin vers la croissance, l'intégrité et la paix. Ces 9 signes, éclairés par la sagesse stoïcienne intemporelle, offrent un radar puissant et pratique pour naviguer dans le paysage humain complexe et parfois difficile. Ils vous aident à repérer non seulement les personnes difficiles, mais celles dont la manière fondamentale de fonctionner peut vous être véritablement destructrice. Mais les repérer n'est pas la fin en soi. Ces 9 signes, éclairés par la sagesse stoïcienne intemporelle, offrent un radar puissant et pratique pour naviguer dans le paysage humain complexe et parfois difficile. Ils vous aident à repérer non seulement les personnes difficiles, mais celles dont la manière fondamentale de fonctionner peut être véritablement destructrice pour votre bien-être et votre paix. Mais les repérer n'est pas le but final de ce voyage. Le véritable empowerment vient ensuite. Les stoïciens ne nous ont pas seulement donné une liste de comportements à surveiller chez les autres. Leur don le plus profond est la feuille de route pour construire ce qu'ils appelaient la citadelle intérieure, une forteresse mentale intérieure, un état d'être si ancré dans la raison, la vertu et l'acceptation lucide de ce que vous ne pouvez pas contrôler, que le chaos extérieur, y compris le comportement manipulateur et toxique des autres, perd simplement son pouvoir de vous perturber fondamentalement. Cette sagesse antique nous enseigne une vérité cruciale. Vous ne pouvez pas contrôler leur façade charmante. Vous ne pouvez pas contrôler leur distorsion de la réalité ou leur jeu de blâme sans fin. Vous ne pouvez pas les forcer à ressentir de l'empathie ou choisir d'apprendre et de grandir. Ce sont tous des éléments externes. Ils sont hors de votre sphère de contrôle. Mais vous pouvez absolument contrôler la façon dont vous percevez ces comportements. Vous pouvez absolument contrôler la façon dont vous choisissez de répondre. Vous pouvez choisir de vous ancrer fermement dans la vérité et la vertu, quelles que soient leurs actions. Vous pouvez choisir de fixer des limites claires et protectrices. Vous pouvez choisir de protéger votre énergie et votre paix intérieure de leur chaos. C'est le cœur de la force stoïcienne. C'est le pouvoir qui vient de se concentrer sur ce qui vous appartient véritablement. Pour vous, construire la vie que vous voulez dans votre trentaine, quarantaine et au-delà, comprendre et naviguer dans ces dynamiques humaines complexes ne consiste pas seulement à éviter la négativité. C'est une partie essentielle de la construction de votre style de vie, de la revendication de votre autonomie, de la construction de relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité et non sur la manipulation et le contrôle, de la création d'un espace personnel où vous pouvez véritablement prospérer, grandir et trouver la paix, libérer des drames inutiles et des interactions qui vous vident de votre âme. Vous avez maintenant la clarté nécessaire pour voir plus clairement les signes que vous ne pouviez pas tout à fait nommer auparavant. Et vous avez les principes intemporels pour vous tenir plus fermement dans votre propre vérité et votre propre pouvoir. Votre paix intérieure est votre bien le plus précieux dans ce voyage de la vie. Gardez-la farouchement. Vous avez le pouvoir en vous, votre citadelle intérieure, pour faire exactement cela.
Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la compréhension ou des outils pratiques pour naviguer dans les relations de votre vie, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à construire votre force intérieure, votre sagesse et votre liberté personnelle grâce à la philosophie intemporelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher et qui pourrait également bénéficier de la reconnaissance de ces signes. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-moi quel signe a le plus résonné en vous ou un point clé du stoïcisme que vous mettez en pratique dès aujourd'hui. Merci profondément d'avoir regardé, merci d'avoir investi dans votre propre paix et votre propre bien-être. N'oubliez pas que la vraie liberté est de posséder votre monde intérieur. Gardez votre paix, construisez votre citadelle, vivez libre,